Mes amis, bien le bonsoir. Gemma Mitchell, ostéopathe. Elle avait bien mérité de ce titre suite à des études d'ostéopathie bien réelles menées dans son Australie natale. Gemma était la fille de deux diplomates travaillant pour le Foreign Office britannique et envoyée dans cette contrée lointaine en mission de longue durée. Elle va y naître, grandir et aussi faire ses études que j'ai mentionnées, durant lesquelles elle va exceller, montrer un art très particulier. Certaines mauvaises langues diront même un penchant pour la dissection humaine. Elle était devenue spécialiste en subluxation, comme disait le gardien de la faculté avec son vocabulaire limité. Elle était spécialiste en désossage. Il faut dire que début vingtaine, déjà, elle était capable de prendre un corps, donner à la science en tout bien, tout honneur, et puis le démonter. La tête, les jambes, le reste de l'installation dans une bassine, et puis toutes ces choses qu'on n'arrive pas à identifier, un petit peu comme lorsqu'on démonte un réveil, qu'elle mettait assez nettement par ailleurs dans une autre boîte encore. Cet art, très consommé, lui a valu un prix, celui de l'excellence anatomique. La mission de la famille se termine et tout le monde se retrouve à Londres. Et là, c'est une nouvelle vie qui va commencer pour Gemma dans cette capitale extrêmement pluvieuse. Première déception, elle réalise qu'elle ne peut pas pratiquer. Son diplôme australien n'est pas reconnu tel quel. Il faut qu'elle fasse des études, des stages, il faut payer. Et la famille n'a pas les moyens. La famille fait partie d'une sorte d'ancienne bourgeoisie vivant dans la misère, un petit peu comme ces anciens chastelins qui vivent au milieu de leurs meubles dans des châteaux qui sont dévorés par le froid, par les champignons qui grimpent le long des murs. La famille vivait dans une maison évaluée à 4 millions de livres dans un quartier cossu de Londres. Maison qui leur appartenait depuis plusieurs générations. Mais ils n'arrivaient plus à subvenir aux factures inhérentes à ce bien immobilier. Le chauffage, l'électricité, la maintenance, tout ça les dépassait de très loin. On ne comprend pas dans ce contexte pourquoi les Mitchell ont eu cette idée folle de vouloir rajouter un étage à cette bâtisse déjà trop grande pour eux. Ils ont fait venir un entrepreneur qui a ramené ses ouvriers polonais. Ils ont installé des échafaudages, ils ont commencé par retirer la toiture, après avoir encaissé 200 000 $, ou 200 000 livres plutôt. Et puis, un lundi matin, alors qu'ils devaient se manifester, on ne les vit plus. Ils ont disparu. Les téléphones qu'ils ont laissés sonnaient dans le vide. Le site internet ne fonctionnait plus, et de nombreux clients les cherchaient. Ces gens avaient arnaqué tout le monde, et puis avaient disparu, laissant la famille dans le désarroi le plus total, parce que maintenant leur situation était très grave. Ils n'avaient plus de toit. Ou bien des toiles, des bâches qui avaient été placées là pêle-mêle et qui n'arrivaient pas à empêcher les éléments de s'engouffrer à l'intérieur de la demeure. Chez les Mitchell, il faisait froid. Chez les Mitchell, quand il pleuvait dans Londres, et il pleut presque tous les jours, il pleuvait également à l'intérieur. C'est sur ces entrefaits que Gemma Mitchell va rencontrer à l'église locale une certaine Deborah Chong. Entre les deux femmes va naître une amitié improbable. Elles ne sont pas de la même génération. Là où Gemma allait vers la fin de la trentaine, Deborah Chong glissait doucement vers ses 70 ans. Cette dernière était une femme d'origine malaisienne. Elle avait quitté son pays natal depuis 30 ans, s'était établie à Londres, s'était mariée, puis suite à un veuvage heureux, elle s'est retrouvée à la tête d'une petite fortune, pas grande fortune, mais petite fortune. On parle de 700 000 livres qui, à Londres, ne va pas vous emmener très loin. Elle est seule, n'a pas d'enfant à charge, et c'est une femme qui vit dans un monde un petit peu fantaisiste. Très rapidement, elle croit que Gemma est une guérisseuse, qui est en train d'agir sur elle par le truchement d'ondes invisibles et l'aider à guérir. Guérir de quoi? Guérir probablement de ces démons qui
s'agitait sous son crâne. Cette Deborah Chang n'arrêtait pas de harceler le Premier ministre de l'époque, nous sommes vers l'époque 2020-2021, n'arrêtait pas d'harceler Boris Johnson par du courrier, lui expliquant comment il doit diriger le pays. Elle harcelait également le prince Charles. Parfois, elle lui écrivait pour le féliciter d'avoir tenu compte de son avis. Et puis, quand elle entendait ses discours sur YouTube, par exemple, elle identifiait des éléments de réponse que le prince Charles avait placés là pour elle. Clairement, Madame Chang avait le cœur plus grand que la tête. À tel point que le bureau ou le secrétariat royal s'est inquiété de son cas, ont pris le téléphone, ont appelé son médecin traitant, et Madame Chang s'est retrouvée un moment sous traitement et accompagnement psychiatrique. Les deux femmes, je disais, se retrouvaient constamment à l'église, dans un monde qui était complètement chahuté par la crise sanitaire. Ces deux femmes vaquaient à leur dévotion sur les bancs de cette église. Et puis c'est là que Gemma va parler à Madame Chang, à Deborah. Elle va parler de ses soucis et de la maison parentale. Madame Chang, immédiatement, va dire « Je vais t'aider. T'as besoin de combien ?» Il t'a arnaqué de 200 000 livres. Ah ben, qu'à cela ne tienne. Je te les avance. Je les ai sur mon compte. Moi, étant veuve, mes besoins sont extrêmement limités. Qu'est-ce que je vais faire avec tout cet argent? La moindre des choses, t'es mon ami. Je t'aime. Tu m'aides à guérir. Je te donne les 200 000 livres. Va trouver des ouvriers. Fais-toi faire des devis. Et je paye. Sur ce, Gemma va effectivement contacter d'autres entrepreneurs, sérieux cette fois-ci, et fait établir un devis, non plus pour ajouter un étage, mais juste pour remettre le toit comme il était avant. À ce moment-là, elle obtient donc le devis, et elle revient vers son amie Deborah. Ce jour-là, Deborah avait complètement changé d'avis. Elle n'avait plus envie de l'aider. Elle lui a dit, écoute, j'ai réfléchi. La maison est trop grande. Tu vis là-dedans avec ton père et ta mère, dans cette demeure immense pour vous. Si je te avance les 200 000, ça va même pas commencer à régler les problèmes. Oui, tu vas avoir le toit, mais le reste, tout le reste est pourri dans la maison. Vends-la. C'est le moment de s'en débarrasser. Je sais que vous l'avez depuis des générations, mais c'est le moment de s'en débarrasser. Acheter plus petit. Acheter quelque chose de joli, de fonctionnel, de bien centré. Puis avec le reste de l'argent, bien vous vivez. Rien que le terrain vaut 4 millions, n'est-ce pas? C'est encore une nouvelle déception pour Gemma Mitchell. Mais cette fois-ci, c'en est trop. Elle n'a pas envie de laisser passer cela. Elle va décider d'utiliser son art, d'utiliser son métier qu'elle n'a pas le droit de pratiquer pour régler ses problèmes. Nous sommes en juin 2021, le 10, et très tôt le matin, elle est déjà à pied d'œuvre, si j'ose dire. Elle va partir de chez elle avec une valise. Elle a pris la plus grande qu'elle a pu trouver, une valise. Et puis, pour la bonne mesure, elle a pris également un sac à dos, se disant que peut-être il serait nécessaire. C'est difficile d'évaluer ces choses-là à distance. Prend sa valise, traverse plusieurs rues, plusieurs quartiers, et arrive chez son ami. Elle monte, elle sonne, l'autre ouvre, elle rentre et la porte va se fermer. La porte restera fermée pendant 5 heures. Plus tard, quand elle apparaîtra, Gemma est en train de tirer une valise très lourde qui lui donne du mal. Elle a aussi un sac à dos. On se demande ce qu'il contient, mais on peut juste imaginer. Sa main droite est blessée. Elle ira d'ailleurs plus tard aux urgences. Elle a une petite fracture au doigt. Elle a dû faire trop d'efforts. Elle tire la valise à travers les rues, et puis au bout d'un moment, elle se fatigue. C'en est trop. Elle arrête un taxi, met la valise dedans, et il va la déposer chez elle. Elle arrive à la maison, tire
ce sinistre paquet dans le jardin, le met derrière un arbre, le couvre de branchages et rentre chez elle. Le lendemain matin, c'est la police qui lui téléphone. En fait, le concierge de Madame Chang, qui a l'habitude de la voir, de papoter un petit peu avec elle, qui sait qu'elle est amoindrie physiquement, mais amoindrie aussi mentalement, qui a l'habitude de lui monter les courses, de lui monter le courrier, là ne la voit pas. Immédiatement, il s'inquiète, et puis tout de suite, il appelle la police. Les flics, bon, c'est une adulte, elle a disparu, elle a le droit de disparaître, elle est d'origine étrangère, elle a un deuxième passeport, elle est peut-être rentrée en Malaisie, tout simplement. Alors, par acquis de conscience, ils commencent à téléphoner un petit peu aux gens qu'elle fréquente. Et c'est là qu'ils vont tomber sur Gemma. Elle va leur dire, elle est partie vers l'océan, elle était fatiguée ces derniers temps, et elle voulait de l'air, elle voulait l'air du large. Donc elle est probablement partie, peut-être chez elle, où les plages sont disponibles et puis magnifiques. Les flics ne vont pas chercher plus loin. Pour eux, l'histoire semble s'arrêter là, sauf que dans la tête de Gemma Mitchell, l'histoire ne s'arrête pas là. Elle commence à rentrer dans une phase de parano, se disant, tôt ou tard, ils viendront à la maison, ils penseront à moi, et puis il suffira qu'ils cherchent et ils trouveront la valise qui est à peine dissimulée. Alors un jour, elle va décider de s'en débarrasser. Nous sommes 2 semaines après le forfait. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de louer une voiture. Mais alors attention, pour louer une voiture, comme elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de carte bancaire, elle n'a pas de travail, elle a du mal à montrer patte blanche chez les différentes compagnies de location. Elle va prendre un téléphone qu'elle a volé à un voisin décédé depuis peu, un vieux monsieur. Une fois qu'elle avait appris sa mort, elle était rentrée chez lui par effraction, elle avait volé le téléphone, elle avait volé ses papiers et tout ça, et puis dissimulant ses traces, elle était repartie. Elle décide d'allumer ce téléphone, parce qu'elle savait que ce monsieur, de temps en temps, louait une voiture. Donc, elle regarde dans son téléphone et elle va trouver effectivement une application. Cette application a tout dedans, son permis de conduire, ses cartes bancaires, tout ça. Il suffit qu'elle choisisse une voiture et qu'après elle reçoive un QR code et qu'elle aille la chercher sans contact. Rappelez-vous, nous sommes vers la période de la crise sanitaire et énormément de dispositifs de la sorte étaient mis en place. Donc, elle choisit un 4x4 de type Volvo et elle va le chercher. Elle prend le véhicule, elle le ramène chez elle. Et puis, à grande difficulté, elle met cette valise qui a passé 15 jours d'été dans le jardin, sous le soleil, elle la met à l'intérieur du véhicule. Très tôt le matin, elle démarre et elle prend l'autoroute M4, la M4. La M4, c'est une autoroute très longue qui va partir de Londres, comme la majorité des autoroutes britanniques, et elle va aller plutôt vers l'ouest, jusqu'au fond du pays de Galles. Elle veut aller très loin, le plus loin possible, parce que ce paquet, il ne faut pas qu'il remonte. Ce paquet, il ne faut pas qu'il revienne. Il ne faut pas qu'on le trouve. C'est disant, plus loin je le jetterai, plus longtemps on mettra à le trouver, ou peut-être avec un peu de chance, on ne le trouvera jamais. Elle roule le long de la M4 pendant quelques heures, et soudainement il y a une alarme. Il y a une alarme sur le tableau de bord. Il y a un problème. Un problème avec un pneu. C'est un pneu qui est en train de perdre la pression, le pneu arrière droit. D'ailleurs, la voiture ne tient plus la route comme avant, et elle est obligée d'aller sur le bas-côté. Elle appelle le AA, qui est une société d'assistance. Le gars met 1h30 à venir, il arrive, oula, le pneu est déchiré, on ne peut rien faire, on ne peut pas le réparer. Il va falloir que j'appelle un collègue, il faut qu'il ramène un autre pneu. Et donc, on doit attendre le collègue arrive, et le pneu est changé sur le bord de l'autoroute. Elle a perdu une demi-journée à ce stade. Les réparateurs sont un petit peu inquiets, sont un peu surpris, étonnés de cette femme. Elle est là, devant cette voiture qui pue, il y a une odeur fétide, ils n'arrivent pas à l'identifier, mais l'odeur est extrêmement étrange. Ils n'ont jamais senti de leur carrière un véhicule qui pue autant. Pourtant, la voiture a l'air neuve. Une fois qu'ils ont le pneu usagé, ils veulent le lui donner, ils veulent le mettre dans le coffre. Elle dit non, surtout pas. Ne le mettez pas dans le coffre, mettez-le sur la banquette arrière. Oui, mais madame, le pneu est sale, votre banquette arrière, elle est nette, clean, le pneu est taché, il est mouillé par la pluie. Vous voulez vraiment qu'on le mette là-dedans? Non, non, non,
mettez-le là-dedans, mettez-le sur la banquette arrière, je sais ce que je fais. Les réparateurs le mettent sur la banquette arrière, et elle démarre, et elle part. À ce moment-là, Gemma Mitchell est très embêtée parce qu'elle avait en tête d'aller très loin. Sauf que là, elle ne peut pas aller très loin, elle peut juste aller loin. Il va falloir changer ses plans à la dernière minute. Elle ne veut pas ramener ce paquet immonde à la maison, parce qu'une fois elle a pu obtenir une voiture, elle n'est pas sûre que la fraude ne sera pas découverte par la suite, et qu'on bloque le téléphone ou qu'on bloque l'application. Donc pour elle, c'est maintenant ou jamais. Quand elle rentrera ce soir, il faut qu'elle rentre sans ce paquet. Alors elle va foncer vers les pays de Galles, et elle y arrive, et là, trouve un petit chemin. Il y a des arbres autour, c'est un peu boisé l'endroit, et elle décide que c'est là qu'elle doit se débarrasser de la valise. Pourtant, la moindre image satellite montre que l'endroit est extrêmement habité. Il y a des maisons qui se succèdent, maisons, jardins, avec quelques arbres. On n'est pas en Amazonie. C'est pas un endroit où on pourrait balancer une valise, ou même quelque chose de beaucoup plus petit, et espérer que personne ne va la trouver. Mais dans la panique, elle décide d'agir quand même. Elle ouvre le coffre, tire ce sinistre paquet, le pousse par-dessus le chemin. Il va rouler, et s'arrêter contre une palissade d'une maison. Elle démarre et elle rentre à Londres. Il ne faudra pas beaucoup de temps pour qu'on découvre cette valise. On est le lendemain matin seulement. Il y a un appel qui va retentir à la police secours de la région. C'est quoi votre urgence? Écoutez, on a trouvé un corps. Est-ce que la personne respire? Ah non, il ne s'agit pas de respirer là. Il y a déjà les mouches qui sont là. Hein, pour tout vous dire, c'est pas quelqu'un pour lequel on a de l'espoir. Donc venez lentement. Mais voilà. La personne est là, et puis, enfin, un petit peu, si on peut dire. La police va débarquer. Ils vont rester sur site pendant 2 jours. Ils vont même ramener une sorte d'habitation temporaire pour la police scientifique, et ils vont éplucher l'endroit de fond en comble pour essayer de récupérer le sac à dos, mais aussi la valise, et essayer d'en tirer tous les enseignements qu'il comporte. Premier enseignement qu'ils vont découvrir déjà, il y a une veste. Et dans la veste, il y a une poche. Et dans la poche, il y a une carte Oyster. La carte Oyster, c'est l'équivalent du pass Navigo en France. C'est une carte utilisée dans le métro de Londres pour juste taper et rentrer. Elle contient les données d'utilisateur. Son nom, prénom, adresse. Et tout de suite, ils vont trouver Deborah Chong. Et là, l'enquête va être reclassée. On ne parle plus de disparition. Oui, elle a été signalée comme disparue. Mais là, on est face à un crime particulièrement crapuleux. Donc, ils vont également regarder les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance qui sont... Il y en a à foison dans la région, dans le pays en général. Et là, ils vont demander l'aide des habitants. Chacun a 2-3 caméras. Ils les achètent pour une somme modique sur Amazon et les installent partout. Ça pointe n'importe où, sur la route, sur les allées, dans leur jardin, sur le toit des voisins, partout. Ils vont demander toutes les bobines, tous les enregistrements de ces caméras. Et ils vont trouver quoi? Ils vont trouver que, bon, il y a des véhicules qui passent, pas beaucoup, ils ne sont pas nombreux. C'est un chemin relativement tranquille. Mais il y a une voiture. La veille, il y a une voiture noire, une Volvo. Et ce qui est étrange, c'est que il pleuvait, nous sommes en juin, mais nous sommes au Royaume-Uni, il pleut. Il pleuvait à torrent. Et cette voiture, qui n'arrêtait pas de faire des passages à faible vitesse, cette voiture-là roulait les vitres ouvertes. Toutes les vitres étaient baissées. Ils vont commencer à poser des questions à tous les garages, les stations d'essence, le long de la M4, demandant si ils ont vu quelque chose. Est-ce qu'il y a un événement particulier impliquant une voiture noire de type Volvo? Et là, en quelques heures, ils ont au téléphone un garagiste. Oui, j'ai envoyé mes gars. Ils ont assisté à une voiture, une Volvo noire. On a même l'immatriculation, c'est normal. On met ça tout le temps dans les factures. C'est une voiture qui puait. Il y avait une femme étrange. Oui, on a vu une valise bleue. Oui, effectivement, elle était là. Mais elle ne voulait pas qu'on s'en approche. Et pour tout vous dire, on n'avait pas envie de s'en approcher.
en Malaisie, les médias se sont emparés de l'histoire. Cette compatriote partie pour le rêve britannique a fini en morceaux à l'intérieur d'une valise et d'un sac à dos. La famille n'était pas de manière non naturelle sous le choc et exigeait la justice. Assez rapidement, on va coller les pièces du puzzle et on va remonter à Gemma Mitchell. Elle sera arrêtée à 6 heures du matin. Les vidéos diffusées par la police, on la voit sortir d'une maison où il y a toujours les échafaudages. Elle est là, elle fait son innocente. Qu'est-ce qui se passe? Voix douce, oui, c'est moi, Gemma Mitchell. Qu'est-ce qui se passe? Gemma, sortez s'il vous plaît, sortez dehors. Oui, mais pourquoi vous voulez que je sorte? Oui, mais venez, approchez-vous, je peux avoir vos mains? Et puis là, les menottes. Quand ils vont fouiller chez elle, ils vont trouver le mobile du crime. En plus des autres pièces à conviction, plein de choses qu'elle avait volées chez la disparue, chez la défunte. Ils ont trouvé un testament. Un testament qu'aurait laissé, c'est un faux, un testament donc rédigé pour que Deborah Chong laisse 95% de sa fortune à Gemma Mitchell, qu'elle puisse l'utiliser pour son bon plaisir. Elle a utilisé 95% au lieu de 100% pour ne pas susciter les soupçons. Ils vont l'emmener au poste, elle sera inculpée. Et c'est une femme qui ne veut pas collaborer avec la police. C'est une femme qui ne veut... Elle a probablement lu quelque part en ligne qu'on peut se défendre en disant « j'ai pas de commentaires ». Et en fait, toutes les conversations avec la police sont comme ceci. On a l'enquêteur qui parle, on a l'enquêteur qui explique, qui montre une pièce à conviction, qui donne sa lecture de la pièce à conviction, qui pose des questions et lui dit « vous étiez en train de rouler dans le pays de Galles, il faisait très froid, il pleuvait, les fenêtres étaient baissées parce que vous ne supportiez pas l'odeur. » Je n'ai aucun commentaire. Vous aviez rôdé longtemps, les caméras vous voient passer, puis à un moment donné, vous partez, et en quelques heures, on va retrouver cette valise. Je n'ai aucun commentaire. Et elle pensait qu'avec cette défense-là, elle allait très loin, que finalement, elle allait couper les pieds, c'est une ostéopathe, à la justice et à la police. En réalité, elle s'est faite complètement avoir par cette ligne de conduite. Parce que si elle avait parlé, elle aurait pu peut-être donner des explications aux autorités, à la famille, montrer des regrets, parce que les preuves contre elle étaient accablantes. Essayer peut-être de se montrer sous un jour humain, alors que là, on a une personne qui est très condescendante, qui a cette attitude de « oui, je l'ai fait, mais je n'ai de compte à rendre à personne ». Ce qui va pousser le juge à conclure lors du verdict. Il a dit « je suis conduit à penser que vous êtes une personne extrêmement perverse ». Elle sera condamnée, peine extrêmement lourde. Alors qu'elle allait vers ses 40 ans, elle va prendre perpétuité avec une peine de sûreté extrêmement élevée, avec une peine de sûreté de 34 ans.